Bienvenue à tous à la première webconférence d'UniAchat. Donc, c'est une première un petit peu pour UniAchat. Donc, on espère que techniquement tout va bien se passer dans le meilleur des mondes. Alors, on est nombreux, donc ça c'est vraiment une belle réussite. Donc, on vous propose de partir sur un plan, une webconférence qui va se diviser en trois parties. Alors, donc la première partie, c'est Patrick Mazot, qui est pharmacien au CHRU de Lille, qui va nous présenter qui fait quoi, la réglementation, les hôpitaux qui sont équipés, où nous en sommes aujourd'hui sur la stérilisation. Ensuite, on va présenter deux marchés UniAchat, donc le nouveau marché d'accompagnement de la filière d'UniAchat RH et prestations intellectuelles, donc qui sera animé par Julie Létang. Et le titulaire du coup de la société Adopal. Ensuite, on parlera du nouveau marché de dispensation de produits de santé, système de désactivation, donc qui sera présenté par Vincent Louby et Thierry Blanchard. Et enfin, on répondra à toutes vos questions. Alors pour cette partie-là, nous vous invitons à poser vos questions tout au long de la conférence par le chat qui est à votre disposition à droite de votre de GoToWebinar. Là, sur la droite, vous avez possibilité de poser des questions. Donc, on vous invite tout le long à poser vos questions. Isabelle fera un assemblage de l'ensemble et puis on essaiera de répondre à un maximum de questions. Et puis, si le temps déborde, on s'excuse d'avance parce que ça risque d'arriver. Et puis, de toute façon, on répondra à vos questions restantes individuellement ensuite. Voilà. Donc là, je vais laisser la parole à Patrick. Merci Anne, merci à UniAchat de me donner la parole. Je suis intervenu en tant qu'expert sur le sujet auprès de la filière dispensation des produits de santé et donc il m'appartient d'exprimer effectivement où en sommes-nous à la veille de la date fatidique du 9 février 2019. Diapositive suivante. Donc un petit aperçu réglementaire. Anne, c'est vous qui passez. Ouais, c'est ça, merci. Donc on est à la veille de l'application d'un règlement délégué d'une directive européenne, règlement qui avait été promulgué par la Commission européenne le 9 février 2016, et qui était passé un petit peu inaperçu, pas de tout le monde, parce que pas mal d'hospitaliers s'étaient interrogés sur le sujet, et qui n'a vraiment commencé à avoir des retranscriptions en droit national, en tout cas pour ce qui concerne la partie hospitalière, qu'à partir de la note d'information du 8 février de l'année dernière, donc il y a seulement un an, que la DGOS a donné des instructions assez claires, même parfois un peu combinatoires à l'ensemble de l'écosystème hospitalier et officinal qui sont aussi concernés, suivi d'une note d'information plus pédagogique et plus intéressante sur laquelle nous reviendrons au mois d'août. Et là, récemment, le 31 janvier 2019, également une information complémentaire sur ce qui convient de faire au 9 février. Je reviendrai dessus lors de mon exposé. Entre-temps, un décret venant repréciser le périmètre des médicaments concernés était sorti au mois d'avril, puisque dans un premier temps, la France en avait eu une vision plus extensive que l'Europe. Donc, on est revenu aux médicaments en prescription médicale obligatoire. Par contre, on est en attente d'un décret très important. C'est le périmètre des établissements qui vont être concernés par la stérilisation, puisque de prime abord, ce sont que les établissements de santé ou médico-sociaux avec PUI. Donc, quid des établissements sans PUI? Et c'est ce qu'on appelle la désactivation portière, c'est-à-dire que la désactivation des numéros de série pourrait être faite auparavant de l'arrivée des médicaments dans ces structures. Diapositive suivante. Merci. Donc, un bref rappel de ce qui est dans le règlement lui-même. C'est l'article 25 qui précise que dans les établissements de santé comme dans les officines, c'est-à-dire toute personne qui va dispenser des médicaments en Europe, il va devoir faire une désactivation. Et dans les établissements de santé, cette vérification ou cette désactivation peut se faire aussi longtemps que possible que le médicament se trouve en possession de l'établissement, ce qui n'est pas le cas en officine, puisque l'officine, c'est expressément dit dans le règlement sur le moment de la dispensation. Diapositive suivante.
Et donc, la promulgation de l'ordonnance de décembre 2016 sur les PUI, elle a été l'occasion justement de faire un ajustement du Code de la santé publique. Et c'est notamment à cette occasion qu'un certain nombre de confrères pharmaciens ont découvert finalement l'existence du règlement délégué, puisqu'il est dû s'insérer cette vérification des dispositifs de sécurité dans les missions obligatoires des PUI. Donc on voit tout de suite le poids qui repose sur les pharmaciens et les pharmacies. C'est cette obligation de vérification, et donc obligation de résultat veut dire obligation de moyens. Diapositive suivante. La gouvernance du système est tout à fait particulière. On est dans la configuration où un organisme de droit privé qui s'appelle l'EMVO va gérer au niveau européen l'ensemble de l'écosystème que je vous présenterai plus tard. Et cet EMVO a dans chacun des pays un organisme représentatif, un organisme national, donc en France c'est France MVO, qui est chargé de la mise en application du règlement. Et donc, il y a un lien permanent, à la fois de gouvernance, mais on va le voir aussi à travers un système d'information, entre ces deux structures. Aussi bien au niveau français qu'au niveau national, c'est un organisme dans lequel participent ce qu'on appelle des parties prenantes. Les premières parties prenantes sont les industriels, puisque c'est à eux que revient l'obligation de sérialiser les médicaments, mais également d'autres intervenants dans la chaîne pharmaceutique, la distribution et bien sûr les pharmaciens dispensateurs. Donc je vous ai mis à titre d'exemple les parties prenantes qui siègent au sein de France LVO, sans oublier la Direction générale de la santé, la DGS, qui est le représentant de l'État, puisque tout ce système est sous le contrôle des autorités nationales et des organismes qui sont donc chargés de cette sécurité. On peut voir par contre que la NSM, c'est une question qui est fréquemment posée, la NSM ne figure pas dans la gouvernance de ce système. Diapositive suivante. Alors, le processus général peut sembler simple quand on le regarde à l'échelle d'une boîte. Une boîte de médicaments maintenant qui doit être commercialisée en Europe et qui doit être mise sur le marché français ou d'autres pays, à partir de demain, va forcément se retrouver avec un numéro de série. Ça ne veut pas dire que les anciens stocks qui n'ont pas de numéro de série ne peuvent pas être écoulés. Par contre, tous les lots qui sont libérés à partir de demain vont forcément devoir avoir ce numéro d'identifiant unique sur chaque boîte, qui va être chargé donc, dans un hub qui est géré par le MVO qui s'appelle le MVS et qui échange ces données avec les hubs français et nationaux. Et le système dans lequel les pharmaciens dispensateurs doivent faire la détectation, c'est uniquement ce hub national. Il n'y a pas de connexion directe avec le hub européen. Par contre, ça a une contrepartie, ça veut dire que ça oblige tous les fabricants qui mettent des produits sur les marchés des différents pays d'Europe d'indiquer a priori sur quel marché va se retrouver ce produit. Donc, les pharmaciens hospitaliers comprennent tout de suite que actuellement, nous vivons une situation particulière d'importation liée à des ruptures, et ces situations d'importation, il va falloir les gérer quand même avec la diapositive suivante. En fait, l'écosystème, quand on regarde de manière globale, est très complexe et il y a un nombre d'interdépendances énormes. C'est ce qui permet de comprendre ce que je vais vous expliquer par la suite, c'est que demain, le 9 février 2019, tout ne peut pas être prêt, tout ne pouvait pas être prêt, tout ne sera pas prêt. Parce qu'il y avait un certain nombre de réglages d'interdépendance qu'il fallait absolument fixer et régler. On va dire que demain, la partie industrielle, elle doit être prête et elle doit commencer à se stabiliser obligatoirement pour que les autres acteurs de la chaîne puissent travailler de manière efficace. On comprend bien qu'un système complexe à l'échelon de multiples pays comme l'Europe ne peut pas, dans l'espace des 3 ans, être en marche aussi facilement. C'est ce que va montrer la diapositive suivante. Aussi bien au niveau français qu'au niveau européen, il y avait un dispositif en 5 phases qui part de l'initialisation jusqu'à la phase 5 qui doit démarrer le 2 février 2019, c'est-à-dire l'ensemble du système complètement prêt. Et de l'avis de tous les experts, et c'est ce qu'on constate d'ailleurs à l'échelon national, on en est uniquement à la phase 3. C'est-à-dire que les opérations de phase 2 sont tout à fait terminées
par les industriels ou en passe de l'être. Et on est vraiment dans cette phase où les premières pharmacies hospitalières et les premières officines dans d'autres pays d'Europe, car d'autres pays d'Europe ont avancé aussi sur le sujet, commencent à faire des tests de bout en bout et qui montrent que le système est fonctionnel, mais uniquement bien sûr avec les médicaments qui sont déjà stérilisés et mis en circulation. Là aussi, on va pouvoir y revenir. Donc, le go officiel du système français a été donné le 6 septembre 2018. Et là, on peut estimer qu'au 9 février 2019, on rentre vraiment dans la phase 3 de manière globale. Diapositive suivante. La problématique pour les hôpitaux, les pharmaciens hospitaliers la connaissent bien, c'est que le circuit des médicaments dans les hôpitaux et le circuit des produits de santé en général est bien plus complexe et bien moins linéaire que celui qu'on connaît en officine, avec des organisations différentes en termes de dispensation, avec des médicaments qu'il faut préparer et avec aussi la rétrocession. Donc, la difficulté pour l'hôpital, c'est de se poser la question, à tout moment où j'ai le médicament en ma possession, je dois pouvoir trouver le moment idéal pour faire cette opération de désactivation. La question, effectivement, c'est qu'en fonction des organisations, ce n'est pas forcément le même moment qui peut être choisi, et donc pas forcément le même impact organisationnel, pas le même impact pour les RH, et pas le même impact pour les systèmes d'information. Diapositive suivante. Donc, la question de recherche adaptée aux établissements de santé s'est très vite posée, et ça fait l'objet de dialogues aussi bien au niveau national lors de rencontres qu'il y a eu avec le ministère, et donc d'initiatives prises par les fédérations d'hospitalisation publique et privée, d'hôpitaux dits précurseurs, qui ont dit on se lance, on essaie de se projeter dans l'avenir pour explorer le sujet et anticiper les trois types de conséquences que je viens d'énoncer. Et surtout, donc, définir les besoins en ressources humaines et en informatique, car derrière, quelle que soit la configuration, il y a l'acquisition systématique d'un système de connexion au NNVS. Il y a également eu un dialogue entre les représentants hospitaliers européens et la Commission européenne qui a ouvert la porte à la possibilité de faire donc de la désactivation en grande quantité, en gros volume. Ce n'est pas forcément quelque chose qui est prévu par le règlement puisqu'il ne prévoit pas du tout d'opération, de lecture sur les opérations logistiques, hormis pour les acteurs d'achat et de distribution. Et donc l'agrégation n'est pas incluse dans le règlement et le système ne porte pas les codes agrégés. Donc il y a eu recherche d'un compromis sous forme de ce qu'on appelle digital aggregation et qui va prendre l'aspect de code agrégé, code consolidé sur lequel je vais revenir plus tard. Diapositive suivante. Ce qu'ont montré ces hôpitaux précurseurs, c'est qu'il y a une volonté de, s'il faut faire le décommissionnement sur un point unique, c'est de le faire à la réception ou au plus tard à la mise en stock. Donc ça, c'était la situation qui a été mesurée au mois de juin par une conférence organisée par France MBO en faisant témoigner les hôpitaux précurseurs. Mais la plus grande préoccupation, c'était de pouvoir évaluer l'impact en temps humain en fonction du système que l'on va choisir. Diapositive suivante. Et sur le choix des systèmes, au mois de juin, il était très difficile de pouvoir se positionner puisque le marché ne s'était pas encore stabilisé. On savait que les éditeurs de solutions métiers commençaient à explorer la possibilité d'offrir la stérilisation à leurs clients. Et il a émergé également donc, des éditeurs de matériel pour lecture de code barre qui ont pris aussi l'initiative d'avoir des solutions très opérationnelles en ajoutant finalement à la lecture de code barre classique la possibilité d'interpréter un code complexe que le numéro de série. Donc ça, c'était la situation mesurée au mois de juin. Diapositive suivante. La situation a fortement évolué à partir du mois d'août, quand, notamment avec la fameuse note d'information dont j'ai parlé tout à l'heure, le ministère a publié donc ce guide méthodologique qui spécifie un certain nombre de possibilités qu'ont les hôpitaux, notamment donc d'avoir recours à des codes consolidés ou agrégés pour faire de la lecture en grande quantité. Pourquoi? Parce qu'en fait, les volumes traités des hôpitaux sont très variables, de quelques dizaines à quelques milliers de boîtes par jour. Et quand on est sur l'ordre de quelques milliers de boîtes par jour, effectivement, l'impact de la volumétrie est très très fort. Diapositive suivante. C'est également quelque chose qui a été pris en compte au niveau européen. J'ai extrait les
au mot-clé d'une note qui a été mise à disposition par la Commission européenne, qui est issue d'un groupe de travail qui a été constitué par les différentes parties prenantes sur la possibilité donc de faire des activations agrégées. Donc en fait, ça passe par des fichiers de données qui sont regroupés et qui vont être liés avec les commandes et donc qui vont pouvoir être exploités au moment de la réception. Ça, bien sûr, ça nécessite la collaboration des fournisseurs. Donc, c'est là qu'il peut être l'impact d'une structure comme une IHA, c'est qu'il va falloir dialoguer aussi avec les fournisseurs sur la mise à disposition de ces informations. Mais la Commission européenne a quand même mis des limites techniques. Il faut que ce soit quelque chose qui soit contractualisé, il faut que l'échange de données soit encrypté, sûr et confidentiel, de façon à ce qu'il n'y ait pas d'infraction ou d'introduction frauduleuse dans ce système d'information qui va être en connexion entre les hôpitaux et les fournisseurs. Et bien sûr, comme il n'y aura pas de vérification individuelle, il faut prendre donc des précautions supplémentaires qui sont énoncées dans cette note d'information qui pourrait être mise à votre disposition si vous en avez besoin. Diapositive suivante. Donc, voilà la somme des avancées réglementaires et c'est en faisant la synthèse de tout cela qu'une IHA a pu composer un marché qui va vous être présenté ensuite. Maintenant, on va revenir sur le plan, je dirais, la situation telle qu'elle est constatée aujourd'hui. Donc, France MVS, le système national est fonctionnel depuis le 6 septembre. On sait que les titulaires d'AMM chargent des identifiants uniques dans le MES et commencent à communiquer à leurs clients les noms des spécialités concernées, que l'agrégation n'est pas au programme alors, de certains industriels, mais ils sont très peu nombreux, et en tout cas, il n'y a pas de volonté d'avancer manifeste. Et par contre, du côté distribution, certains dépositaires s'annoncent intéressés pour proposer la consolidation, c'est-à-dire que si les numéros n'ont pas été agrégés en sortie de ligne de conditionnement par les industriels, ça peut être les distributeurs qui nous fournissent donc ces codes consolidés avec les livraisons. Et du côté des hôpitaux, les deux hôpitaux qui ont avancé le plus, ce sont deux hôpitaux qui étaient précurseurs et qui, depuis le 6 septembre 2018, font des tests très actifs de faisabilité avec les logiciels dont ils disposent. Diapositive suivante. Donc aujourd'hui, à la veille du 9 février 2019, on sait qu'il y a eu beaucoup d'alertes par les représentants hospitaliers, des syndicats représentant la profession, aussi de la FHF plus récemment, en disant malgré tous les efforts faits par les hôpitaux, on vient de voir quand même que donc il y a des experts qui se sont penchés sur le sujet, les hôpitaux ont essayé d'explorer le sujet. Le système n'est pas mature, l'offre des logiciels est trop récente, et il y a aussi la question des moyens, des ressources à engager, puisque l'achat des logiciels, c'est une somme conséquente, et les impacts organisationnels ne sont tous pas connus. Donc la demande qui a été faite par ces structures, ça a été au ministère de ne pas imposer une application stricte du règlement à la date de demain. C'est ce qu'a repris le ministère dans une publication récente, cette note de formation du 31 janvier 2019, dont je n'ai retenu qu'une phrase, c'est qu'en cas de contrôle de l'État, les différents acteurs devront démontrer la poursuite active de la mise en œuvre des travaux engagés. Donc c'est dans ce sens-là que nous avons travaillé au sein d'INIHA. Et enfin, la position de MVO, qui est encore officieuse, pas publiée officiellement sur leur site, mais en tout cas, ils font des recommandations à l'échelon européenne pour ce qu'ils appellent une période de stabilisation, parce qu'en fait, l'écosystème dont je vous ai montré tout à l'heure l'illustration n'est pas totalement prêt, y compris des industriels. Donc, il ne faudrait pas qu'un déclenchement du règlement au 9 février 2019 introduise des interruptions, ne serait-ce que dû à des anomalies ou des faux positifs qui seraient constatés sur la supply chain. Donc, il va y avoir une montée en charge très progressive durant l'année 2019. Voilà, j'ai terminé pour ma partie et je suis prêt à répondre à toutes vos questions. Très bien, merci beaucoup. Le timing est parfait puisque 10h19, à peine 20 minutes. Donc là, on vous invite à poser vos questions sur le chat en ligne. Donc, c'est pour ça qu'on a mis un petit chat pour vous dire que on ne répondait, on n'allait pas ouvrir à 100 participants les micros. Donc, voilà, on répondra donc à la fin de la conférence. Donc, on vous laisse poser vos questions. Si vous pouvez d'ailleurs indiquer à qui vous souhaitez poser la question, ce sera plus facile après pour les réponses. Donc, je donne maintenant la parole à Julie. C'est bon, donc je reprends. Oui, vous m'entendez? C'est bon.
Donc, en complément du contexte qui vous a été présenté et de l'offre en équipement qui va vous être présentée dans un deuxième temps par mes collègues de l'IHA, on s'est interrogé sur ce qu'on pouvait aussi vous proposer en complément et notamment en prestation de conseil pour pouvoir vous interroger sur vos process. L'IHA a donc lancé un marché de conseil pour vous accompagner sur la mise en place de la sérialisation dans vos établissements. Anne, si tu peux changer de slide, voilà. On a lancé un marché qui est organisé sur la base au départ d'un audit, puis de la possibilité donc de vous faire accompagner sur une organisation cible. Le prestataire qui a été retenu est le prestataire Adopal dont je vais parler dans un deuxième temps. Alors, cet audit, il peut répondre à plusieurs objectifs. Soit répondre tout simplement à la contrainte réglementaire à moindre coût et au moindre effort, premier niveau, soit vous aurez la possibilité d'aller un peu plus loin dans la démarche de l'audit pour réfléchir à l'optimisation des organisations logistiques, sécuritaires, économiques du circuit du médicament, vous interroger sur les investissements dans des technologies d'automatisation. Donc, c'est un marché à la carte. Sur lequel vous disposerez d'une boîte à outils où vous pourrez personnaliser votre besoin auquel pourra répondre le prestataire qui a été retenu. Slide suivante, s'il te plaît, Anne. Voilà, donc comme je vous l'ai expliqué, 3 phases, la tranche ferme, état des lieux, puis la possibilité pour vous d'aller au fur et à mesure de la démarche un peu plus loin avec le titulaire dans la définition d'une organisation cible, puis l'accompagnement à la mise en œuvre de cette organisation. Une fois encore, je précise, c'est vous qui calibrez votre besoin, c'est vous qui calibrez les objectifs de la mission et c'est vous qui décidez si vous le faites à l'échelle de votre établissement ou à l'échelle du GHT. Voilà, slide suivante. Donc, pour cette prestation, nous avons fait le choix de retenir le cabinet Adopal, reconnu dans le secteur hospitalier, notamment à travers ses nombreuses missions dans des PUI. Un certain nombre d'entre vous ont déjà collaboré avec ce cabinet qui connaît très bien nos organisations et nos PUI. Voilà, donc slide suivante. Vous avez, voilà, et vous pourrez en prendre connaissance, des exemples de démarches menées par Adopal dans certains de vos établissements. Slide suivante. Alors, comment recourir à ce marché? C'est un marché qui est disponible via la centrale d'achat. Je vous ai mis en rappel les modalités d'adhésion et les coûts selon que vous soyez un établissement sociétaire bénéficiaire ou si vous entrez dans la démarche avec les établissements de votre GHT. Et surtout, un rappel des coordonnées de la filière où vous pouvez me contacter, où on vous expliquera si vous avez des questions, si vous vous interrogez sur l'opportunité à aujourd'hui de rentrer encore dans la démarche et pour vous faciliter la mise en contact avec Adopal et Luc Landman qui est la personne référente au cabinet Adopal dans ce marché. Voilà. Merci. Merci beaucoup Julie. De la même manière, merci d'ailleurs pour vos premières questions qui arrivent. Donc, de la même manière, vous pouvez poser des questions à Julie sur le marché d'accompagnement. Donc maintenant, je donne la parole à Vincent Lobby, qui vont nous présenter le marché de dispensation produits de santé. Merci Anne, bonjour à tous. Donc, en complément de la prestation organisationnelle, donc on a rapidement jugé opportun de réaliser un marché qui visait à équiper les établissements. Donc, c'est un marché qu'on a débuté
On a commencé à étudier à partir de septembre 2018. Alors, c'est un marché très complexe à établir, puisque pour une fois, on intervenait en même temps que le besoin naissait. C'est-à-dire que un petit peu aux évolutions donc, des éditeurs, on devait s'adapter également aux évolutions des industriels et aux ressentis qui commençaient à apparaître. Donc, pour réaliser ce marché, donc, slide suivante, s'il te plaît. Oui, oui. Pour réaliser ce marché, donc, on s'est attaché donc, des compétences pluridisciplinaires, donc, en l'occurrence, donc, Patrick Mazot, puisqu'il était à la fois à l'interface avec déjà les établissements testeurs, et puis, surtout, il était le garant donc, des informations réglementaires qu'on pouvait avoir. On a attaché également les compétences des systèmes d'information, donc Thierry Blanchard, Olivier Zicluna de l'AP de Marseille, les compétences biomédicales avec Bertrand à Rennes, donc en particulier donc, pour tout ce qui est présentation des offres de prix, et des compétences pharmaceutiques avec Caroline Adjadj qui faisait le lien avec les coordinations d'achat de médicaments. Donc, on a eu également besoin donc, de compétences juridiques au siège. Donc, c'était très important que ce marché soit bordé pour qu'on n'ait pas de complications. Comme je l'ai dit, c'est un marché en pleine évolution. Donc, pour nous, c'est un pair qui soit rapidement disponible. Et on a pu également solliciter directement donc, France MBO qui a pu nous donner également quelques conseils. Donc, ça a été un travail donc, de sourcing avec les principaux éditeurs de logiciels, parce que vous allez nous dire qu'il y a peut-être que tous les logiciels donc, sont certifiés par France MVO ou l'NMVS, mais attention, certes, il y a une partie commune qui est certifiée, et là, il n'y a pas de souci. Par contre, derrière, les prestations que propose chacun des éditeurs sont différentes entre eux, donc c'est de qualifier les éditeurs qui nous paraissaient les plus pertinents. Slide suivante. Diapositive suivante. Donc, après le travail de sourcing, nous avons 3 lots. Donc, le lot numéro 1, donc de code consolidé entre les fournisseurs, enfin les fabricants ou les dépositaires, pharmacie à usage intérieur, et 2 lots qui sont relativement semblables, système de décomposition proprement dit, dans un cas avec un hébergement des données à l'intérieur des SI des établissements, et dans l'autre cas avec un hébergement déporté dans le cloud. Donc, le choix des fournisseurs a été fait cette semaine, donc on ne communiquera pas sur le nom des fournisseurs aujourd'hui, ce n'est pas possible. Le marché sera notifié à partir de mi-février 2019 et on a décidé donc de mettre les lots donc, dans la centrale d'achat en mono-attributaire. Slide suivante. Alors, donc, je laisse de côté le lot numéro 1 qui sera repris par mon collègue Thierry Blanchard. Donc, on attaque par le lot numéro 2. Donc, lot numéro 2 et lot numéro 3 qui sont relativement identiques. Alors, qu'est-ce qu'on va proposer dans ces 2 lots? Donc, on va proposer du matériel de scannage. Alors, dans le lot numéro 2, donc avec le système qui est hébergé à l'intérieur des SI des établissements, il s'agit de scanettes, hein, peut-être que vous connaissez, donc des scanettes relativement simples, mais qui sont paramétrés pour pouvoir lire les codes que l'on va recevoir. Donc, ce sont des scanettes de lecture de code data matrix. Elles peuvent être fixes ou elles peuvent être mobiles. Le logiciel de décommissionnement qui va permettre donc la connexion à partir des PUI vers la base de données nationale. Et donc ça, je dirais, c'est la partie minimale, hein, c'est la partie réglementaire. Et on a choisi à UniHA donc d'aller plus loin dans notre prestation. Donc on a demandé d'emblée dans notre cahier des charges que les logiciels, enfin les éditeurs de logiciels soient capables de se connecter au GEF pour réaliser les réceptions, pour transmettre des informations. On a rapidement aussi ressenti qu'il était intéressant de permettre donc d'utiliser les codes agrégés qui pourraient être transmis
entre les fournisseurs et les pharmacies. Et on a inclus, bien entendu, des prestations de maintenance à la fois sur le matériel et à la fois sur l'informatique. Donc j'insiste, ce lot, il se différencie du suivant par le fait que les données sont totalement hébergées dans les SI des établissements. On n'a pas du tout de données qui va être stockées dans le cloud. Donc c'est un avantage ou un inconvénient, ça dépend comment on se situe, mais c'est un élément quand même très marquant et qui aura des impacts. Alors, cette solution donc va nécessiter, quand on va travailler, d'avoir un PC portable ou fixe à proximité pour pouvoir visualiser donc les résultats des décommissionnements. Slide suivante. Voilà. Alors le lot numéro 3, donc relativement semblable, donc pareil que le lot précédent. Donc on a du matériel de scannage donc fixe et mobile. Alors là, attention, on n'est plus tout à fait sur le même type de douchettes. Là, c'est pas des douchettes toutes simples, c'est quasiment des petits pads qui vont embarquer une application, donc un client léger dans l'application qui va pouvoir faire la connexion directement avec la base de données. Donc le logiciel de décommissionnement, donc là qui est stocké en dehors de l'établissement. Là aussi, on a choisi donc d'avoir le lien avec les GEF, l'intégration des codes agrégés et la maintenance logicielle et informatique. Donc la solution est totalement hébergée, donc c'est une solution qui est relativement simple à mettre en œuvre puisque la seule installation technique qu'il faudra avoir dans la zone où va se situer la réception, enfin l'acte de décommissionnement, c'est de s'assurer d'avoir une connexion Wi-Fi avec une bande pour se connecter à l'Internet. Alors, on a un matériel donc qui est légèrement plus perfectionné, puisqu'on a vraiment des pads, c'est quasiment des mini-téléphones portables où on a l'intégralité de l'application. On a aussi à côté un portail Internet qui va permettre d'aller voir de façon plus facile l'ensemble des données qui vont être colligées. Voilà. Donc, une installation technique très simple puisqu'une seule prise Wi-Fi va servir pour se connecter. Slide suivante. Voilà. Donc, les deux lots, le numéro 2 et le numéro 3 sont à peu près bâtis de façon similaire. Donc, on vous laisse la possibilité de choisir une option minimale ou une option complète. Donc, l'option minimale, ça va être de disposer donc du matériel pour réaliser le scan et le logiciel de désactivation avec l'interface utilisateur, plus la maintenance matériel et logiciel. Alors l'offre complète, elle, donc ça sera la possibilité donc de faire le lien avec les GEF pour récupérer les numéros de commande et à ce compte-là réaliser des réceptions en même temps qu'on réalisera les décommissionnements. Ça va être la possibilité également d'intégrer des informations qu'on va recevoir, telles que les lots, les dates de péremption, les numéros de série, et les intégrer dans nos GEF ou nos WMS. Donc on s'est assuré que les fournisseurs qui seront retenus ont déjà des expériences avec les GEF ou avec les WMS existantes afin de pouvoir proposer rapidement cette connexion. Et puis, on s'est aussi assuré que l'intégration donc des codes consolidés serait possible, est possible ou serait possible immédiatement, dès qu'il serait disponible. Donc, les coûts d'acquisition de l'ensemble de la solution, on n'est pas sur des montants très élevés, puisque pour une offre minimale, il faudra compter à peu près entre 2 700 €, plus la maintenance. Et par contre, pour une offre complète, il faudra compter environ 7 500 €. Donc la maintenance est quand même relativement coûteuse, puisqu'on peut aller de 1 500 à 2 000 € par an. Alors de façon générale, donc les offres qui sont dans le cloud sont moins chères que les offres qui sont installées dans l'ESI. Les prix, on s'est assuré qu'ils étaient dégressifs pour un GHT, donc vous avez vraiment intérêt, si vous y allez, donc à faire un tour de l'ensemble des établissements partis, puisque voilà, vous aurez des remises complémentaires si vous intégrez plusieurs établissements. Donc à partir de 2 établissements, on a des remises. Slide suivante. Voilà.
Alors, comme je disais tout à l'heure, donc les logiciels donc sont relativement formatés, hein, puisqu'ils ont tous obtenu l'agrément. Donc, c'est-à-dire que tous les fournisseurs qui nous ont répondu étaient agréés. Mais attention, agréés, ça ne veut pas dire qu'ils offrent tout à fait la même chose. Donc, ce qui est très important à retenir, c'est les interfaces utilisateurs qu'on va avoir. Donc, nous, de notre côté, nous nous sommes assurés donc, de retenir des fournisseurs qui proposaient le plus d'interfaces et le plus de possibilités techniques aux pharmaciens. Donc, bien entendu, donc, tous les logiciels vont permettre la désactivation à toutes les étapes du processus. Donc, comme le disait Patrick Mazot, donc, généralement, ça va se faire à l'étape de réception, mais on a quand même 30% des établissements qui le voient à une autre étape. Donc, là, les applications pourront réaliser ça. Bien entendu, donc, la réactivation sous 11 jours. Le contrôle et la désactivation, attention, là aussi, c'est deux étapes qui sont différentes. Hein. On a dans un premier temps le contrôle, et si le contrôle est OK, on peut désactiver. Donc on peut choisir de faire ces deux étapes de façon simultanée, mais on peut choisir, pour des raisons organisationnelles, de séparer ces deux étapes. Un point très important, on s'est assuré également que les applications pourraient intégrer des flux non sérialisables. C'est très important, hein, parce que quand vous allez être en réception, vous allez avoir un flux de commandes qui va arriver. Donc, comment faire la part des choses entre ce qui est sérialisé, ce qui n'est pas sérialisé. Là, les applications qu'on propose pourront traiter les deux et ne pas bugger quand elles vont tomber sur du matériel qui ne sera pas sérialisé. C'est très important ce point-là. On peut même penser, pour certains fournisseurs, qu'on pourra même aller jusqu'à la réception de matériel qui ne sont pas du tout dans le champ de la sérialisation. On s'est assuré que les logiciels détectaient donc les lectures doubles, hein, puisque quand vous allez scanner boîte à boîte, il est fort probable que parfois vous scanniez deux fois la même boîte. Donc l'important était de ne pas générer d'erreurs. Un contrôle donc des dates de péremption et des retraits de l'eau, c'est-à-dire que quand vous allez scanner les boîtes, vous allez avoir des alertes si les péremptions sont trop courtes ou si les boîtes ont fait l'objet d'un retrait de l'eau. Bien entendu, vous aurez des alertes visuelles et sonores. Alors, si vous choisissez une application dans le cloud, comme l'application est sur le pad, l'alerte visuelle et sonore va être directement sur le pad. Par contre, si vous êtes sur un système intra-établissement, là, l'alerte va être sur le PC qui sera à proximité. Les logiciels vont permettre l'identification des PUI et des opérateurs qui vont réaliser les étapes. Très important aussi, on s'est assuré donc, que les applications pouvaient fonctionner en mode dégradé ou ralenti. Là aussi, on ne sait pas trop comment, quand toutes les pharmacies donc de France hospitalières, voire de ville, vont se connecter, on risque d'avoir un petit peu d'embouteillage sur les lignes de réseau. Donc, les systèmes choisis permettent de travailler en mode bulk, c'est-à-dire envoyer des paquets d'informations et les décommissionner par paquet. Mais on ne peut pas non plus exclure donc, que vous ayez des pannes réseau. Donc là aussi, les systèmes vont pouvoir travailler. Alors, vous pourrez continuer le décommissionnement, mais l'interrogation de la base de données se fera de façon ultérieure. Alors, c'est pas un mode qui est autorisé, c'est un mode qui doit demeurer exceptionnel. Slide suivante. Alors, je passe la parole à Thierry. Voilà, je prends le relais. Bonjour à tous. Pour le lot 1, donc on a prévu un lot pour le traitement des codes consolidés et agrégés. C'est un lot donc, qui va permettre d'acheminer les fameux codes depuis les fournisseurs jusque chez vous. L'objet, donc, c'est cet acheminement. Et en fait, ce qu'on achemine, c'est un fichier ou un format d'échange qui va contenir le code agrégé ou consolidé qui se trouve sur le colis, et puis les informations de sérialisation de chaque boîte qui sera contenue dans le colis. Ce qui va être donc proposé, c'est à la fois une collecte de ces informations auprès des fournisseurs et des dépositaires. Sans un outil de ce style-là, en fait, la collecte vous incomberait, donc c'est quand même très important de bénéficier de ça. Donc les informations, voilà, elles sont listées. L'identifiant unique consolidé et à minima, pour chaque boîte du groupe, le numéro de série, le numéro de lot, la date de péremption. La transmission donc, sera faite à l'API de façon sécurisée et standardisée.
Ce qu'on a demandé, c'est préférentiellement d'utiliser le format bien connu d'avis d'expédition des ADV. Et puis, eh bien, les informations donc, seront mises à disposition de l'application. Alors, c'est soit la GEF, soit le WMS, des logiciels de dispensation pharmaceutique également, qui va donc, elle, se charger de faire le contrôle et le décommissionnement pour chaque boîte, donc ligne après ligne du fichier. On a exigé un niveau de service élevé, on a demandé une certification HDS, bon, qui peut le plus, peut le moins. Je ne suis pas sûr qu'on ait réellement besoin, vu qu'il n'y a pas réellement de données nominatives, mais au moins on a derrière toute la redondance, la résilience, les plans de secours souhaités. Un gros enjeu, donc, qui est celui du titulaire, mais qui est le nôtre aussi à UniHA, c'est sa capacité à être partie prenante de l'écosystème des fournisseurs dépositaires et des éditeurs. Comme vous l'avez compris, tous les fournisseurs ne sont pas encore en état ou prêts à diffuser les codes agrégés. Tous les éditeurs ne sont pas encore, même si la plupart le sont, prêts à les accepter. Donc, un des enjeux, c'est vraiment celui-là. Et là, UniHA pourrait être force de proposition et de conviction pour effectivement se rapprocher à la fois des fournisseurs et des éditeurs avec le titulaire, pour être capable donc de récupérer ces infos et de les délivrer aux applications. Slide suivant. Alors, donc, je reprends. Donc, je voulais attirer votre attention sur quelques points particuliers. Donc, le logiciel, c'est bien beau, mais en même temps que vous allez acquérir le logiciel, il faut vraiment penser à l'organisation, donc d'où l'importance donc de l'accompagnement. C'est un processus complexe. Et avant de choisir le type de logiciel, le type d'application que vous allez utiliser, il faut vraiment se poser des questions. Donc, savoir est-ce que c'est un processus isolé ou en lien avec la GEF ou la WMS que vous voulez réaliser? C'est-à-dire, est-ce que je veux faire juste du décommissionnement ou est-ce que, au contraire, je veux faire de la réception, c'est-à-dire récupérer le numéro de commande de ma base de données et profiter de cette étape donc pour réceptionner, voire incorporer des informations complémentaires. Est-ce que c'est une solution dans mon SI ou est-ce que c'est une solution dans le cloud que je souhaite? Donc là, c'est une question fondamentale. Il peut y avoir des aspects sécuritaires. Certains n'ont pas forcément confiance dans le cloud, d'autres préfèrent des solutions intégrées dans les SI. Il faut penser effectivement à l'espace disponible, c'est important. La zone où vous allez réaliser donc cette phase de décommissionnement, vous devrez l'adapter, puisque il faut bien voir que c'est quand même une étape complémentaire. Ça veut dire qu'il va falloir certainement réserver des espaces, comment on va traiter les non-conformités quand elles vont apparaître, et puis au début, il risque d'y avoir un petit peu plus de fausses non-conformités, puisqu'il risque d'y avoir des bugs. Il faudra s'assurer d'avoir à proximité donc des prises réseau ou des accès Wi-Fi. Le choix de l'étape de désactivation, on a vu que 70% d'entre nous allaient réaliser cette étape au niveau de la réception, mais pas forcément. Le type de matériel, donc le type de scanner, c'est important. Est-ce qu'on veut un système où on va passer les boîtes devant un faisceau ou au contraire une scannette qui va aller vers les boîtes ou vers un code consolidé? Nos solutions, nous, qu'on propose, donc, sont souvent mixtes, c'est-à-dire qu'on peut la prendre à la main, la bouger, aller autour des colis ou des boîtes, mais on peut la poser et puis passer en mode mixte. Bien entendu, les ressources disponibles, les premiers essais qui ont été faits montrent qu'il faut, tout compris, à peu près 5 à 10 secondes par boîte. Donc, il faut penser à ce temps donc dans la chaîne. Tenir compte, donc s'organiser quand on va recevoir des flux qui seront non sérialisés, puisque faut se mettre à la place des agents qui vont recevoir l'ensemble des réceptions. Comment faire? Donc, l'intérêt de notre solution, c'est qu'on peut justement ne pas bugger si on tombe sur un flux non sérialisé. Et puis réfléchir donc sur tout ce qui va être autour des unités de soins, emprunt extérieur et partenariat avec des autres structures. Slide suivante. Donc, un impact également au niveau des GHT, puisque comme vous êtes établissement support, il faut aussi envisager donc qu'est-ce qui va se passer dans les établissements parties. Donc, certainement que ce n'est pas une solution unique sur l'ensemble des établissements et vous aurez certainement besoin de mixer.
Vous avez parfois des établissements qui ont déjà des solutions qui seront proposées par les éditeurs de WMS et GEF, mais qui ne pourront pas s'adapter dans un établissement parti. Donc vous aurez peut-être besoin d'une des solutions simples qu'on propose dans nos choix. Sur des toutes petites structures, on peut s'apercevoir que parfois on n'a pas vraiment un SI qui a été mis en place, on n'a pas vraiment de gestion de stock, on n'a pas de gestion des informations. Donc la solution dans le cloud peut être une réponse. Ça peut même être l'amorce d'une gestion de stock. Et puis les systèmes intégrés donc au GEF WMS se retrouvent dans une sorte de monopole avec des prix qui peuvent être relativement importants. Donc peut-être que les solutions que nous proposons à des coûts inférieurs peuvent répondre à ces attentes. Slide suivante. Alors les évolutions, donc la sérialisation, c'est certainement donc un démarrage de quelque chose. On voit dans une ère nouvelle, puisque même si on connaissait des informations telles que les PUI et les fournisseurs, on voit que c'était juste remplacer un fax. Maintenant, on rentre vraiment dans une autre ère, on est dans l'utilisation des données, l'utilisation des informations, et l'ensemble de ces données-là nous permet de constituer des bases de données qui pourront être exploitables. Il faut surtout voir qu'il faut utiliser cette sérialisation non pas comme un obstacle, mais plutôt comme une opportunité, puisqu'on va pouvoir en profiter donc pour faire de la réception, on va pouvoir en profiter pour récupérer des informations qui nous étaient très difficiles d'obtenir jusqu'à présent. Donc, quitte à scanner, donc autant essayer fonction, donc aller vers de la gestion économique, la gestion de stock, et on peut également faciliter donc l'ensemble des flux de stockage. Donc à UniHA, donc on est là aussi pour vous permettre donc de vous accompagner dans cette démarche. Donc c'est pour ça qu'on propose donc ce marché de sérialisation, mais on propose également d'autres marchés qui peuvent être complémentaires, tels que les robots de dispensation globale ou nominative, et on voit que sur les robots de dispensation globale, on a de plus en plus de demandes qui viennent répondre à cet objectif donc de la sérialisation. Et puis, si on va plus loin, donc on a également les armoires intelligentes, segments qu'on va mettre à disposition donc des établissements à partir de juin. Voilà. Merci Vincent. Donc de la même manière, on vous invite aussi à poser vos questions à Thierry et à Vincent sur ce marché de dispensation de produits de santé ou sur les autres. Donc, on va procéder d'ailleurs. Je vais donner la parole à Isabelle pour qu'elle puisse poser la question à Patrick, je crois. Il y a une question. Isabelle. Plusieurs questions, effectivement. Je vais commencer par une question. Quel sera l'impact de la sérialisation sur la rétrocession? A-t-on l'obligation de dispenser une boîte entière avec le dispositif anti-effraction intègre? Voilà. Alors, est-ce que Vincent, tu peux répondre ou Patrick? Bon. On a perdu Patrick, donc Vincent, Vincent, je sais pas ce que... Vous m'avez retrouvé ou pas? Oui, c'est bon, Patrick, on t'entend. Ah, ok. Je suis là? Ok. Oui, parfait, merci. J'avais coupé le son pour éviter le problème d'écho. Alors, je voulais vous dire que le règlement, il prévoit le fait qu'on puisse décommissionner les médicaments, puisqu'il est possible de déconditionner simplement au moment où on va déconditionner. C'est le dernier moment où on doit pouvoir désactiver la boîte.
une fois qu'on ouvre une boîte, il faut qu'elle soit désactivée. Par contre, le fait de délivrer en boîte entière en rétrocession, ça c'est peut-être également une décision qui dépend de la caisse d'assurance maladie. Est-ce qu'elle accepte des commissionnements ou pas? En fait, réglementairement, les deux ne sont pas liés. Je ne sais pas si j'ai été clair. Oui, pour moi c'est clair. Bah, merci, Oui, Isabelle, Alors, on t'a pas entendu. Une autre question pour Patrick Mazot. Vous m'entendez? Oui, ça va? Oui. Alors, quid de la téléréalisation où la PUI d'un établissement support assure l'approvisionnement des médicaments à plusieurs PUI du GHT, en attendant l'apparition du décret de l'ordonnance des PUI qui permettra la fusion des PUI. Alors, c'est pas l'ordonnance, c'est le décret. En fait, on attend effectivement avec impatience le décret PUI et la manière dont il va être écrit pour voir si cette possibilité est offerte. Car aujourd'hui, stricto sensu, au sens du règlement, ce n'est pas possible de faire la désactivation, le décommissionnement, comme on l'appelle, pour le compte d'une entité juridique différente dans laquelle on est. Soit on est au sein d'une même entité juridique de type GCS ou de type assistance publique. Là, c'est possible. Quand ce sont des entités juridiques différentes, ce n'est pas possible. Pour l'instant, on va voir comment le décret PUI redéfinit ce périmètre. On l'attend avec impatience parce qu'il y aura forcément un lien entre les deux. Tout simplement parce que, en fait, c'est chaque aujourd'hui gérant de PUI qui se déclare auprès de l'organisme de France MVS et donc c'est chaque entité juridique qui se déclare de manière indépendante des autres. Une autre question, en fait j'ai beaucoup de questions. Nous sommes un laboratoire exploitant. Si un hôpital n'est pas prêt à désactiver, peut-on acheter du matériel sans logiciel? C'est un laboratoire exploitant qui voudrait acheter du matériel pour l'hôpital. C'est ça la question? Pardon. Bonjour, nous sommes un laboratoire exploitant. Si un hôpital n'est pas prêt à désactiver les codes dès aujourd'hui, quelle est la marche à suivre? C'est écrit dans la note d'information, rien faire. La note d'information du ministère. Il n'y a pas de. On a une période de neutralité juridique. Effectivement, le fait que les désactivations ne commencent pas demain de manière systématique à l'échelon européen fait qu'il va y avoir dans les bases de données beaucoup de boîtes qui vont rester jamais désactivées. Sans doute qu'au niveau européen, des décisions seront prises et je ne peux pas en préjuger. D'accord. Une question pour Vincent Lévy. Peut-on acheter du matériel sans logiciel? Je vais repasser la parole plutôt à Thierry. Je pense que c'est plus de ton domaine, Thierry. Je reprends la parole. Si on veut acheter le matériel sans logiciel, on a plutôt un autre marché dans l'UniHA qui fait des scanettes sèches, on va dire. Là, ce qui se passe, c'est quand on les acquiert dans ce marché-là, on a également des facilités de maintenance qui sont beaucoup plus fortes. C'est de la maintenance en remplacement extrêmement rapide, d'une part. Et d'autre part, les scanettes telles qu'elles sont dans les marchés sont préconfigurées, préinstallées. Alors sur des scanettes simples, la configuration n'est pas très complexe, hein, mais quand même. Donc ça fait pas trop de sens d'acheter des scanettes. Après, on peut acheter des scanettes en remplacement, évidemment, ou en complément, c'est sûr, hein, mais c'est quand même des scanettes qui sont faites pour fonctionner avec les logiciels qui seront retenus. Le coût de l'interface avec la GEF est-il inclus dans l'offre complète? Alors non, hein, les interfaces avec une demi-interface est bien entendu comprise, hein, mais effectivement l'autre coût d'interface n'est pas comprise dans le coût de la prestation. Une question pour Patrick Mazot. Le secteur de la sérialisation est en pleine mouvance et les chantiers connexes liés au GHT ne sont pas stabilisés aujourd'hui et demandent encore beaucoup de temps.
La mise en place de cette nouvelle contrainte réglementaire a des délais non optimistes. J'ai bien noté que M. Mazot a indiqué que le ministère est dans l'optique de ne pas l'imposer. Quid sur l'impact de cette nouvelle réglementation dans l'étude des dossiers PUI que les établissements déposent ces jours-ci? Et quid de l'accompagnement financier des établissements? Alors, effectivement, cette question sur les dossiers PU a rejoint un petit peu la préoccupation de tout à l'heure. Il y a une grande incertitude. Cette incertitude, on va sans doute aussi la partager avec les pharmaciens inspecteurs au sein des ARS, parce qu'ils sont aussi censés veiller à ce qu'on applique la réglementation. Et je pense qu'il va falloir qu'il y ait beaucoup de souplesse et beaucoup de choses qui soient raisonnables, parce que c'est effectivement, on l'a vu, hein, et je pense que aussi Vincent l'a bien expliqué, c'est quand même quelque chose de très contraignant. Et les délais imposés, on savait de toute façon qu'ils étaient absolument impossibles à tenir. Il fallait pas non plus, on parle de risque d'interruption sur la chaîne des médicaments, on se rend compte aussi que donc c'est un facteur de désorganisation potentielle de nos PUI. Et c'est aussi d'ailleurs pour ça que les syndicats ont sonné l'alerte, parce que quand on se réorganise, et monter simultanément ce type de dossier, c'est effectivement très compliqué. Moi, j'ai pas de réponse évidente. Je pense qu'il faut absolument qu'il y ait une écoute, susciter une écoute de la part des ARS, mais on pense aussi que la DGOS, ça commence à bien comprendre aussi que ce n'est pas simple et qu'elle va demander aux ARS d'être attentives au fait qu'on ne soit pas bloquant sur l'étude de ces dossiers. Sur l'accompagnement financier des établissements, c'est un souci majeur depuis le début, puisqu'au niveau européen, il y a eu des études de fait qui ont été, à mon avis, bâclées, en tout cas qui n'ont pas tenu compte de la complexité et de l'hétérogénéité des hôpitaux, et elles ont été même dénoncées par les organisations représentatives hospitalières. Je ne vous donnerai pas même pas une ordre d'idée du coup, tellement il était ridicule. En tout cas, on n'est pas sur les ordres de grandeur auxquels on est parvenu dans le cadre de cette consultation coordonnée par Vincent. Une des préoccupations justement fortes du NIHA, c'était de minimiser ses coûts. Du côté de l'aide, on n'a aucun signal, aucun accompagnement pour l'instant n'est prévu ni envisagé. Il y a eu une tentative de fait pendant la négociation du PLFSS 2019, mais l'amendement a été refusé par le ministère. Donc c'est aussi une très grosse source de préoccupation pour les fédérations et pour la FHF en particulier. Une question peut-être plus pour Thierry Blanchard. Le fournisseur qui sera retenu dans le lot 2 ou 3 peut très bien assurer l'acheminement des codes consolidés. Pourquoi retenir un fournisseur supplémentaire dans le lot 1 en plus du lot 2 ou 3 pour assurer cette fonctionnalité? Alors avant de répondre, j'ai vu dans la liste des questions quelqu'un qui souhaite qu'on réaffiche le slide où on affiche les lots. Donc ce serait bien, Anne, si tu peux le mettre. Je ne sais plus quel est le numéro du slide, mais il y en a un qui donne effectivement le détail des 3 lots. C'est avant. Voilà, super, merci. Ce qu'on a vu, c'est que dans les éditeurs, en fait, qui répondent sur le lot 2 ou 3, ils savent effectivement récupérer et traiter, c'est leur travail d'ailleurs, c'est eux qui le feront. Par contre, quelques-uns ont effectivement suffisamment de contact avec les fournisseurs parce qu'ils ont d'autres outils qui équipent aussi les fournisseurs, les labos, mais pas tous. Donc, c'est pour ça que c'est important d'avoir une solution qui soit indépendante. Vraiment, tous les éditeurs du 2 et 3 ne savent pas récupérer à la source les codes et n'ont pas les contacts avec les fournisseurs pour le faire. Et puis, je voudrais apporter un complément de réponse à la question de Thierry. L'idée, c'est d'éviter de passer dans des systèmes point à point. Parce que, donc, il y a l'immensité des hôpitaux qui vont retenir un certain nombre de solutions informatiques, mais il y a également l'immensité des fournisseurs. Et on s'est rendu compte, à l'occasion justement de tout le travail exploratoire de sourcing dont a parlé Vincent, que les formats d'envoi, notamment des fameux fichiers des ADV utilisés par les industriels, étaient suffisamment hétérogènes pour causer beaucoup de soucis justement à ces éditeurs qui devraient s'adapter fournisseur par fournisseur. Et puis également la notion qui est imposée par la Commission européenne de fichiers encryptés et sécurisés nous a pensé être suffisamment nécessaire d'être prise au sérieux pour que l'on aille vers un savoir-faire, en tout cas une prestation
qui permettent de garantir cette sécurité avec le niveau qui a été indiqué par Thierry. On J'ai profite des questions sur l'interface. Le coût de l'interface avec la GEF est-il inclus dans l'offre complète et les coûts de la demi-interface facturée par le logiciel GEF sont-ils inclus ou sont-ils à prévoir en plus et à combien s'élèvent-ils? Ouais, c'est un petit peu la même question que tout à l'heure. Donc, non. Alors, ce qui est compris, c'est vraiment l'interface, c'est-à-dire que la demi-interface qui va de l'éditeur que vous allez sélectionner vers la GEF. Mais l'inverse, de la GEF vers le logiciel, non, cette interface-là, elle n'est pas comprise dans l'offre qu'on va proposer. Aucun éditeur de logiciel ne veut aller là-dedans puisqu'elle dépend quand même totalement de l'éditeur qui est en face. Mais nous, on s'est assuré techniquement que les fournisseurs, enfin que les éditeurs de logiciels savent travailler avec les GEF ou les WMS les plus courantes actuellement dans les hôpitaux français. Ensuite, j'ai des questions sur l'appel d'offres. Pouvez-vous, s'il vous plaît, rappeler le calendrier de cette consultation? Et une autre personne qui m'a demandé quels fournisseurs ont répondu. Alors, la prestation organisationnelle, Julie, tu complètes, mais elle est déjà disponible. La prestation d'équipement, donc elle va être disponible à partir à peu près 15 février. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on a sélectionné donc les candidats mercredi. Donc vous connaissez les délais réglementaires, donc en toute logique, mi-février, donc elle sera disponible. Une question. Ah, pardon. Vas-y, Julie, oui. Voilà, le son avait été coupé. Oui, je confirme que la prestation de conseil est déjà active et déjà référencée depuis fin décembre, début janvier. Donc, l'offre est disponible via la centrale d'achat dès à présent. Une question sur le contrat logiciel permet-il de solliciter financièrement le prestataire en cas de problème, notamment dans le cas de transmission de code consolidé, pour laquelle des problèmes de sécurité impactent Suffrance MVO ou le MVO et qui se retourneraient contre l'établissement à l'origine de l'utilisation de ces codes consolidés altérés ou détournés. Alors, justement, ça c'est un des points effectivement les plus importants de cette possibilité des codes consolidés. C'est qu'il ne faut pas que, et c'est des recommandations ont été faites par la Commission européenne, il ne faut pas que ce soit une source de défaillance ou de faille ou de risque d'utilisation soit de médicaments falsifiés, soit d'intrusion dans le système. Ça fait partie justement des éléments qui ont été fournis dans le cadre du LOA. C'est des éléments sur lesquels on a beaucoup insisté en termes de sécurisation. Donc, il y a la notion de solution encryptée, de flux sécurisés qui ne pourront absolument pas être altérés ou corrompus. Et sur le contenu, je pense qu'on va aller vers remettre en selle quelque chose qui est vieux comme l'EDI, ça s'appelle le contrat d'interchange. Et dans un contrat d'interchange systématique entre les hôpitaux et les fournisseurs, il y aura ces notions de responsabilité, de qui prend quelle part de responsabilité sur le contenu de l'information au départ, à son arrivée et pendant son transport. Pour les établissements clients de pharma et effectuant le processus de commande et réception dans cet applicatif, pouvez-vous confirmer l'existence d'une interface de réception vers cette application et plus largement le lien entre l'offre mini-achat et l'offre proposée par cet éditeur? Je réponds, Thierry, tu complètes si besoin. Alors, donc effectivement, Pharma est une GEF WMS bien connue. Donc, des éditeurs qui ont été sélectionnés, effectivement, ils savent parler avec Pharma. Donc ça, c'est quelque chose qu'on s'est assuré. Quel était l'autre ? Donc oui, donc il y a bien une interface, ça c'est clair.
le lien entre l'offre et l'achat, oui. Donc les éditeurs proposeront bien une offre qui se connectera à Pharma. Comment sait-on qui est retenu dans les lots 2 ou 3? Quel fournisseur et comment obtenir le devis? Donc pour le moment, donc comme je l'ai indiqué, donc le choix a eu lieu mercredi, donc on n'est pas habilité à communiquer donc sur le nom des fournisseurs qui ont été retenus. Mais bon, le suspense sera de courte durée, hein, puisque à partir de, je sais pas, on devait être le 17-18 février, en principe, la procédure sera accessible en centrale d'achat et les noms des candidats seront connus à ce moment-là. Donc c'est vraiment la centrale d'achat. Donc si vous voulez obtenir donc des renseignements, il faudra vous contacter donc Clémence Bultel donc au niveau du NI achat pour la mise à disposition donc en centrale d'achat donc des documents relatifs aux 3 lots. L'enregistrement du pharmacien sur France MDO doit-il être fait dès maintenant ou lors de l'acquisition du logiciel et matériel? Il n'y a pas d'urgence à le faire, mais la recommandation, c'est de ne pas perdre de temps. Plus tôt c'est fait, plus tôt cette étape est réalisée, et ça permet justement d'être très facilement entré en position d'acquisition. Aujourd'hui, ça fonctionne, il n'y a pas d'obstacle, il y a plusieurs centaines maintenant de PUI qui se sont référencés sur France MVO, donc on recommande de le faire le plus tôt possible. Je n'ai pas compris la réponse sur le coût de l'interface. Pouvez-vous préciser? Donc l'interface qui va de la GEF vers les solutions qu'on a retenues n'est pas comprise dans l'offre qu'on proposera. Non, je pense que j'ai. Quels seront les frais d'accès à la centrale d'achat pour les lots 1, 2 et 3? Le montant n'est pas tout à fait arrêté, mais il sera évidemment proportionnel au montant des lots, donc il ne sera pas prohibitif. Mais pour le moment, je ne veux pas communiquer sur le montant, parce que c'est encore en cours de discussion. Un petit peu comme tout à l'heure. Pouvez-vous me confirmer que le logiciel PSI Pharma n'a pas de possibilité d'interface avec un logiciel de décommissionnement? Je ne sais pas. Joker. On va se renseigner. On peut peut-être dire qu'il n'est pas revenu dans les logiciels connus, ouais, enfin, après les logiciels de décommissionnement qu'on propose, donc c'est relativement facile de s'interfacer avec toutes les GEF et WMS qui existent. Donc même si elle n'est pas prévue, donc je pense que les fournisseurs qu'on a retenus sont relativement capables rapidement de mettre à disposition ce type d'interface. Peut-on espérer un consensus et une arrivée des systèmes par code consolidé agrégé sur l'année 2019? Sur l'année 2019, je resterai très prudent. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est un concept qui peut bouleverser les habitudes de la part de certains industriels. Le code agrégé, c'est pas quelque chose d'exotique, c'est pas quelque chose qui est inventé par l'Europe, c'est quelque chose qui est pratiqué ailleurs dans le monde. Et des entreprises ont déjà des stratégies mondiales qui font que pour eux l'agrégation, c'est une évidence, et que dès qu'on fait de la sérialisation, on fournit aussi de l'agrégation. Dans la mesure où, à l'échelon européen, c'est une option qui n'a pas été prise, je te communique aujourd'hui la Commission européenne sur le sujet.
c'est que s'il devait y avoir un consensus, parce que pour l'instant il n'est pas établi, il se donne 3 ans pour que tout le monde puisse monter dans un système où l'agrégation est gérée. Donc, en plus, vous comprenez qu'on est dans cette contradiction, une application au 9 février d'un règlement et puis d'un délai de 3 ans qui le rendait finalement possible pour les hôpitaux. Donc, ce qui s'est fait, c'est que dans les différents pays d'Europe, dans la France, on a dégainé et on a dialogué avec les dépositaires pour qu'eux-mêmes puissent nous faire bénéficier d'une opération qui est déjà aussi dans leur scope, puisque faire des codes consolidés, ça leur sert aussi à des opérations logistiques qui sont monnaie courante chez eux. Donc, on peut supposer que le marché va bouger. Ça fait partie des préoccupations du NIHA. On va tout faire pour que ça bouge, en fait, pour faciliter la vie des hôpitaux et pour faire que cette option qu'on a prise dans le marché technique soit utilisable. Mais c'est très difficile de dire à quelle vitesse le sujet va avancer. On s'attend sans doute à ce qu'il y ait, à un moment donné, une masse critique qui font que ça va précipiter l'ensemble des partenaires industriels dans cette logique. Tout à l'heure, on a posé la question sur le matériel sans logiciel. Là, maintenant, c'est l'inverse. Peut-on obtenir un logiciel de décommissionnement sans matériel pour ceux qui sont déjà équipés? Oui, ça sera possible. Mais bon, il y a quand même il y aura du paramétrage de douchettes, hein, donc tous les éditeurs de logiciels nous ont dit qu'il faut quand même paramétrer les douchettes. Le coût du matériel n'est quand même pas très important et il y a quand même une vraie logique à acquérir le logiciel de décommissionnement et le logiciel et les systèmes de scannage, en particulier donc dans les systèmes cloud où on a vraiment des applications, des systèmes de scannage qui sont évolués avec des interfaces utilisateurs relativement innovantes. Bon, on peut tout à fait séparer les deux, c'est certain, mais il y a quand même une logique à acheter les deux de façon simultanée. Est-il possible de se positionner sur l'offre minimale, juste les équipements, et par la suite ajouter une interface avec notre GEF? Oui, tout à fait. Ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Les deux sont possibles. Je pense que j'ai fait à peu près le tour des questions. Si j'en ai oublié, je m'en excuse. Peut-être qu'on répondra après. Anne? Oui, je réactive le son aussi. Il y a une dernière question là par rapport à est-ce que les laboratoires seront contraints d'utiliser les normes chez Swan pour l'impression des codes data matrix. Peut-être qu'on peut reprendre celle-ci et puis on termine avec celle-là, si ça te. Alors, du coup, Anne, c'est possible de reformuler la question? Je n'ai pas bien comprise. Alors, est-ce que les laboratoires seront contraints d'utiliser les normes GS1 pour l'impression des codes data matrix afin d'assurer une comptabilité de lecture avec nos douchettes? Pas le cas actuellement. Alors, en fait, le data matrix, il est dans une norme ISO. Et donc, le règlement dit c'est la norme ISO qu'il faut appliquer. Et il faut simplement savoir que le standard de GS1 qui s'appelle le SGTIN, c'est-à-dire le numéro GTIN avec le code de série à intégrer, est tout à fait compatible avec cette norme ISO. Donc, la question elle peut aussi avoir un autre aspect. C'est est-ce que les industriels sont contraints de rentrer dans un code GTIN? Et les arbitrages qui ont été pris au niveau européen, c'est qu'on laisse dans chaque pays les codes existants sur les médicaments à partir du moment où ils sont compatibles avec cette norme ISO. Et donc, en France, a été choisi le fait de garder un système national qui est basé sur la codification CIP, mais le format qui est choisi est compatible GTIN, c'est ce qu'on appelle un NTIN, c'est-à-dire un numéro identifiant national. Donc ça, ce sont des problèmes justement qui peuvent faire l'objet
de bugs ou d'anomalies lors de la montée en charge. Et c'est aussi une des raisons d'ailleurs pour laquelle l'Europe décide de stabilisation, c'est qu'il faut aussi faire ces vérifications progressives, vérifier notamment que les industriels chargent bien dans la base de données européenne les mêmes informations que celles qui figurent sur les boîtes. Il y a déjà des problèmes d'écart. Et il faut vérifier également après que les systèmes qui sont dans nos hôpitaux interprètent bien. Mais bon, si on se cale sur la norme ISO et si on fait des tests, je pense ce qu'il faut recommander à chacun, c'est de faire des tests labo par labo. Et au sein du NIHA, ça nous préoccupe aussi beaucoup de pouvoir suivre ces tests et d'avoir des informations qui vont nous permettre également de mutualiser ces informations et de les mettre à disposition de l'ensemble des adhérents du marché de façon à leur faire gagner du temps à ce sujet. Et ça, ce sont des choses donc qu'on va découvrir dans les mois qui arrivent. Très très bien, donc je vais revenir sur les slides finales. Donc on a une personne qui remercie pour la clarté des présentations et des réponses. Donc je remercie tous nos présentateurs effectivement de la clarté de chacune des réponses. Donc si on a oublié des questions, on va refaire le tour et puis on vous répondra personnellement. Donc merci à tous d'avoir été si nombreux à notre web conférence. Donc j'ai conclu en disant que la salarisation ce n'était plus un problème pour vous. Donc NIHA a vraiment tout mis en place pour vous accompagner. On a 4 marchés qui sont accessibles dès aujourd'hui, donc sauf celui qu'on a traité plus aujourd'hui, qui sera à partir du 18 février, mais vous pouvez tout de suite venir en centrale d'achat pour en bénéficier à partir du 18 février. Donc voilà, on a également des fiches marchés qui sont disponibles pour chacun de nos marchés, donc qui détaillent chaque lot, les titulaires. Donc celui de système de désactivation cette fiche marché va sortir en même temps que le 18 février, au moment où on pourra vous communiquer sur le marché. Voilà, donc une personne aussi demandait si le PowerPoint allait être envoyé. Le PowerPoint va être envoyé effectivement et il a été déposé sur notre site web. Donc vous pouvez vous connecter sur uniha.org et vous retrouvez voilà, vous avez directement la webconférence en première page et vous retrouvez le PowerPoint. Mais on va vous l'envoyer également par mail. Voilà, donc vous pouvez nous contacter à contact@uniha.org si vous perdez les coordonnées de tous ces gens ci-dessous. Donc on a Nathalie et Céline qui sont également disponibles par téléphone. Et voilà, les coordonnées de Patrick, de Thierry, de Julie et de son assistante, et puis de Vanessa qui est un acheteur qui vient d'arriver au CH de Troyes. Aux côtés de Vincent Lobby, et vous avez les coordonnées aussi d'Isabelle. Voilà, merci à tous. Excellente journée et à bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir, merci.